Merci d'être avec nous sur BFM TV. À la une de l'actualité, à 16h, un député La République En Marche a été agressé par des manifestants contre le pass sanitaire hier à Perpignan, alors qu'il se trouvait dans sa permanence avec un conseiller parlementaire du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. L'élu compte porter plainte. Il n'avait que 24 ans. Le brigadier Alexandre Martin, soldat de la force Barkhane, est mort hier, victime d'une attaque terroriste à Gao, au Mali. Les témoignages se multiplient dans la classe politique. Un hommage sera rendu aux militaires ces prochains jours, selon le porte-parole du ministère des Armées. Gabriel Attal se dit optimiste sur la sortie de l'épidémie de Covid. L'une des raisons, l'entrée en vigueur du pass vaccinal. Demain, il remplacera le pass sanitaire pour tous les plus de 16 ans dans les établissements recevant du public et les transports longue distance. Mais votre QR code restera bien le même. Manifestation anti-pass sanitaire sous tension actuellement à Bruxelles, en Belgique. Plusieurs milliers de personnes y participent, dont certaines venues d'autres pays. Des affrontements ont lieu avec les forces de l'ordre. Nous serons dans ce journal avec notre correspondant, Michael Denut. À la une donc, cette nouvelle agression d'élus, ça s'est passé hier à Perpignan. Le député La République En Marche, Romain Grau, ainsi qu'un conseiller parlementaire d'Éric Dupond-Moretti ont été agressés par des manifestants anti-pass et des gilets jaunes qui ont attaqué la permanence de l'élu. Emmanuel Binet et Claire Vigouifès. Ce matin, la permanence de Romain Grau porte encore les stigmates de sa dégradation. Une permanence dans laquelle le député des Pyrénées-Orientales et le collaborateur parlementaire ont été violemment pris à partie hier. Les manifestants opposés au pass sanitaire ne s'arrêtent pas là. Malgré les tentatives de dialogue, ils s'en prennent physiquement à l'élu et son collègue. Moi, ils m'ont donné un coup de poing sur le menton, ils ont secoué Guillaume, ils nous ont donné des coups de pied. Enfin, on vous passe les différents actes un peu hallucinants que nous avons vécus hier. Après une trentaine de minutes, les deux hommes sont finalement exfiltrés à l'étage par un voisin. Les manifestants cassent alors cette vitre et finissent par se disperser. En 2 ans, c'est la deuxième fois que cette permanence est visée et partout en France, le phénomène se généralise. L'année dernière, entre janvier et novembre, 1186 élus ont été agressés, soit 47% de plus qu'en 2020. Les témoignages de soutien qu'on a pu recevoir à la fois du gouvernement mais aussi de tous les parlementaires montrent bien qu'ils savent que les prochains ça peut être eux. Et moi qui ne suis pas élu, je l'ai vécu dans ma chair et je le comprends d'autant mieux. De son côté, la préfecture des Pyrénées-Orientales a annoncé que tout sera fait pour identifier les auteurs de ces violences. Avec nous, Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV. Ces agressions de parlementaires, d'élus, c'est un phénomène inquiétant mais qui se multiplie ces derniers temps. Oui, et qui non seulement se multiplie mais en plus tend à croître en violence puisque selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, les agressions physiques l'année dernière ont augmenté de l'ordre de 50%. Donc il y a les réunions régulières. Il y a 2 semaines encore une réunion au sein de l'Assemblée nationale avec Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. On se souvient aussi de cette forme d'union sacrée qui a été assez rapide ces dernières semaines avec notamment l'image de Richard Ferrand remontant la salle des pas perdus avec à ses côtés tous les présidents de groupe de l'Assemblée nationale. Outre les députés, il y a aussi des maires qui sont agressés, c'est vrai. Alors ça n'est pas une nouveauté en France, simplement c'est vrai que ces dernières années, ces violences ont eu tendance à s'accroître. Il y a déjà eu au moment de la crise des Gilets jaunes, souvenez-vous, de très nombreuses permanences de députés, notamment de la majorité, qui avaient été saccagées pour certaines et des élus menacés. Il faut dire que la crise sanitaire a aggravé considérablement, c'est vrai, ces phénomènes de violence à l'encontre des élus. Alors, quelle solution, à part l'union sacrée, encore une fois? Il y a ces réunions multiples entre le gouvernement et puis les différents groupes d'élus qui composent les élus publics français. Les mesures policières aussi, on se souvient que quelques jours avant le réveillon, la place Beauvau avait envoyé à tous les préfets une circulaire demandant aux gendarmes et aux policiers de renforcer la surveillance aux abords des permanences et des domiciles des élus. Le problème, c'est que si on ne compte que les députés et que les sénateurs, ça fait plus de 3000 lieux à sécuriser. Donc évidemment, c'est peine perdue pour y arriver 100% du temps. Restent 2 éléments qui vont être aussi un sujet peut-être dans cette campagne présidentielle, c'est la violence sur les réseaux sociaux. Très peu de réactions en ce moment dans le débat politique à ce sujet. Et puis dernier élément pour apaiser le débat politique, mais il faut dire que la campagne présidentielle n'y concourt pas vraiment puisque les politiques eux-mêmes n'ont pas vraiment un débat apaisé en ce moment.
Merci beaucoup Anne. Vous parliez de la violence sur les réseaux sociaux, la violence en ligne. Justement, nous sommes en direct avec Isabelle Roche. Bonjour, merci d'être avec nous sur BFM TV. Vous êtes députée La République En Marche de Moselle. Nous voulions avoir votre réaction à ce qui s'est passé à Perpignan, notamment car vous avez été vous-même concerné par du harcèlement en ligne. 8 membres d'un groupe anti-vax qui sont soupçonnés d'être les auteurs de centaines de messages en ligne. Par rapport à ce qui s'est passé hier, comment vous réagissez ? Moi, je réagis total soutien à mon collègue et à tous les élus qui peuvent être agressés parce que c'est juste inacceptable. Actuellement, on voit effectivement, vous l'avez dit, un accroissement de la violence et on est quand même en démocratie. On est dans un état de droit où la violence verbale, physique n'a pas lieu d'être. On a tout à fait le droit de débattre, de ne pas être d'accord entre nous. La liberté d'opinion, c'est imprescriptible. Effectivement, on peut ne pas être d'accord. Mais de là à aller jusqu'à la violence verbale ou physique, notamment vis-à-vis de détenteurs de l'autorité publique, c'est inacceptable et ça doit être combattu vraiment fermement. Avez-vous pu échanger avec votre collègue Romain Gros après cette agression et si oui, que vous a-t-il dit ? Alors, moi, je lui ai envoyé un message de soutien, mais il a été submergé de messages de soutien et il n'a pas encore pu répondre à toutes et à tous, mais nous avons nos boucles sur lesquelles nous correspondons et effectivement, il envisage bien de porter plainte puisque cette situation n'est pas tenable et acceptable. On le voyait dans le sujet il y a quelques instants, 1186 élus agressés en 2021, c'est 41% de plus par rapport à 2020. La solution, c'est quoi ? C'est de ne rien laisser passer, de porter plainte comme va le faire donc Romain Gros et qu'il y ait des sanctions derrière ? Oui, parce que comme je vous le disais, en fait, on est en démocratie, on est dans un état de droit. La violence verbale, physique vis-à-vis des détenteurs de l'autorité publique, on ne peut pas l'accepter. Moi, sur ma circonscription, j'ai un maire aussi qui a été victime de violences physiques et on a besoin effectivement d'être très ferme pour que on puisse avoir des débats apaisés, puis pour que chacun et chacune qui sommes au service des citoyens et des citoyennes, on puisse exercer nos mandats, et je pense aux fonctionnaires, je pense aux élus, dans la plus grande sérénité. On est là pour le bien des gens, on n'est pas là pour se faire agresser verbalement et physiquement, on est là pour débattre, on n'est pas sur un terrain de boxe. Également dans l'actualité, l'Élysée a annoncé ce dimanche qu'un militaire français a été tué hier au Mali. Le brigadier Alexandre Martin du 54e régiment d'artillerie de Hyères est tombé sous un tir de mortier contre le camp de la force Barkhane où il servait à Gao au Mali. Il était âgé de 24 ans. L'attaque dont les auteurs ont été neutralisés a également fait 9 blessés. Dans un communiqué paru ce dimanche, la présidence de la République a fait part de sa très vive émotion. Le chef de l'État salue avec respect la mémoire de ce soldat mort pour la France dans l'accomplissement de sa mission. La ministre des Armées Florence Parly a également réagi. Je m'incline devant la mémoire du brigadier Alexandre Martin, soldat de l'opération Barkhane, mort pour la France au Mali. J'adresse toutes mes condoléances à sa famille, ses proches et ses frères d'armes. Alors que sait-on des circonstances exactes dans lesquelles a été tué ce brigadier Martin ? Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées, était l'invité de BFM TV tout à l'heure. Je voudrais d'abord avoir une pensée respectueuse et émue pour le brigadier Alexandre Martin, pour ses proches, pour ses frères d'armes du 54e régiment d'artillerie à Hyères. Les circonstances de l'attaque, elles se sont déroulées hier samedi en fin d'après-midi. Ce sont des tirs de mortier, donc des tirs en cloche, pour parler simplement, qui ont été émis depuis quelques kilomètres, 5 à 6 kilomètres au nord-est de Gao, et qui ont très grièvement blessé le brigadier Alexandre Martin, et blessé sans caractère de gravité 9 autres soldats français, à la suite de quoi nous avons fait décoller une patrouille d'hélicoptères de reconnaissance et d'attaque qui ont identifié, puis intercepté et neutralisé les assaillants. Justement, ces terroristes à l'origine de cette attaque, vous le disiez, ont été neutralisés. Qui sont-ils exactement ? Alors, on ne sait pas exactement à quelle allégeance ils prêtent. Est-ce que c'est plutôt une branche d'Al-Qaïda ou plutôt une branche de Daesh ? Nous sommes en train de faire les vérifications sur ce point. Que pouvez-vous nous dire sur le brigadier Alexandre Martin ? Brigadier Alexandre Martin, il avait 24 ans, il s'était engagé il y a à peu près 7 ans au sein du ministère des Armées, au sein de l'armée de terre. Il travaillait donc au 54e régiment d'artillerie de Hyères, donc c'est un régiment qui est spécialisé dans la défense antiaérienne à très basse altitude. Donc c'était un tireur professionnel. Il avait eu plusieurs engagements en Guyane, en Martinique, au sein de l'opération Sentinelle notamment, et depuis le mois d'octobre dernier, il était déployé au sein de l'opération Barkhane. C'était un soldat de très très grande valeur qui vivait son métier et son travail avec un immense engagement. Et le brigadier Alexandre Martin était le 53e militaire tué au Sahel depuis la mission française en 2013 déjà.
Exactement, 53 soldats morts pour la France, morts pour la sécurisation d'une zone, la bande sahélo-saharienne qui est importante, évidemment, pour la sécurité des États d'Afrique de l'Ouest, mais aussi pour la France. Notre objectif, c'est éviter que la bande sahélo-saharienne ne devienne un sanctuaire de terroristes djihadistes qui pourraient frapper d'autres pays. C'est la raison de notre engagement depuis 2013 et je crois qu'il faut saluer le travail extraordinaire qui est fait par les soldats de la force Barkhane depuis 2013. La France doit trouver la voie pour poursuivre l'objectif de la lutte anti-djihadiste en Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'a déclaré jeudi Florence Parly. Comment réussir cet objectif en minimisant les pertes humaines ? C'est une guerre, donc je ne sais pas si on peut parler de minimiser les pertes humaines. Ce qui est certain, c'est que nous sommes dans une lutte en coalition. Nous ne sommes pas tout seuls au Sahel. Nous luttons avec des forces armées locales, les 5 pays du G5 Sahel, les forces armées maliennes également. Il ne vous aura pas échappé que les pays de la CEDEAO, de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, ont pris des sanctions contre le Mali, contre la junte malienne, avec lequel le dialogue politique est effectivement difficile en ce moment, suite à la présence de mercenaires russes, suite à leur refus d'un calendrier de transition électorale. Et donc en ce moment, nous nous concertons à la fois avec les partenaires africains et à la fois avec des partenaires européens et internationaux sur ce qui reste notre objectif, c'est-à-dire sécuriser l'Afrique de l'Ouest du terrorisme djihadiste. Hervé Grandjean, juste rapidement pour terminer, est-ce qu'on sait s'il va y avoir une cérémonie, un hommage pour le brigadier Alexandre Martin ? Il y aura, comme c'est l'usage à chaque fois, un hommage national qui sera rendu au brigadier Alexandre Martin dans les jours qui viennent. Le jour n'est pas arrêté encore. L'actualité liée au Covid à présent. Il n'y a pas de décrue globale de l'épidémie, mais nous avons des raisons d'être optimistes. Ce sont les mots de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, ce dimanche, alors que le pass vaccinal entrera en vigueur demain. Et il remplacera le pass sanitaire. Vous conserverez le même QR code dans l'application Tous Anti-Covid. Ce dispositif a-t-il vraiment encore un sens ? Jusqu'à quand peut-il durer ? Réponse avec Laura Champion et Dominique Marie. Les sages du Conseil constitutionnel ont validé l'essentiel du dispositif du gouvernement. Mais au détour d'une phrase, ils exigent aussi qu'il y soit mis un terme dès que possible. Ces mesures doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Le dispositif va-t-il devenir caduc alors qu'Omicron apparaît désormais moins virulent que les variants précédents ? La plupart des médecins considèrent qu'il reste encore trop d'inconnus pour baisser la garde. D'accord. Le problème, c'est qu'on est toujours en pandémie, donc on ne sait pas bien ce qui va se passer demain. Est-ce qu'un variant comme Omicron va rester dominant ? Est-ce que Delta peut revenir ? Est-ce qu'on peut avoir besoin de faire une 4e dose pour avoir une vaccination encore plus complète ? La date de fin du pass vaccinal est calée sur celle de l'état d'urgence sanitaire. Elle est fixée au 31 juillet 2022. Difficile de faire autrement, assure le gouvernement. Avec la présidentielle, le Parlement va arrêter ses travaux. Il fallait une date assez lointaine pour laisser une marge de manœuvre aux autorités. Et si on peut le retirer, le gouvernement l'a toujours dit, avant, si la situation s'améliore, ça peut être en février, ça peut être en avril, ça peut être en mai. On n'est pas des fétichistes du pass vaccinal et donc l'idée c'est de pouvoir le retirer le plus vite possible. Mais on a ce délai que la loi nous permet jusqu'au 31 juillet. Le pass vaccinal s'imposera-t-il jusque-là ? Un sondage montre que 71% de la population souhaite une suspension immédiate en cas d'amélioration de la situation. Une manifestation d'antipass a lieu actuellement à Bruxelles. Michael Denude, vous êtes notre correspondant en Belgique. Plusieurs milliers de manifestants venus pour certains d'autres pays européens défilent et il y a eu des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Oui, tout à fait. Des manifestants lançaient des projectiles en direction de la police qui a répliqué tout de suite en utilisant des gaz lacrymogènes et des autopompes. La police qui a demandé maintenant la fin de la manifestation, la dislocation depuis 15 heures cet après-midi. Peu avant, la tension était montée d'un cran aux abords du quartier européen, en queue de peloton surtout. Certains bâtiments et voitures ont été fortement endommagés. Il y a eu de nombreux bris de vitres. Et pourtant, la manifestation ici était annoncée comme pacifique et c'est un gros succès de foule en réalité. Pour ce rassemblement européen, ici à Bruxelles, la manifestation a rassemblé en effet plus de 50 000 personnes selon la police et plus de 100 000 selon les organisateurs. Alors des personnes qui sont venues d'un peu partout en Europe, elles se voulaient pourtant pacifiques cette manifestation et même encadrées par des stewards.
mais devant un tel afflux, des incidents ont donc éclaté en différents endroits. Ils ont parfois été violents. Et de l'autre côté du quartier européen, là, des discours ont été prononcés, toujours en faveur d'une levée maintenant des mesures sanitaires et d'un retour aux libertés face au variant Omicron, jugé moins grave par les manifestants notamment. Cette manifestation était organisée par des ASBL européennes. Elle était au départ apolitique, même si on a vu dans les rangs certains membres plutôt de groupements d'extrême droite. Et le but était d'obtenir un véritable débat public sur les mesures en cours et bien sûr sur le niveau de liberté pour ceux qui ne sont plus, je cite, entendus. Ce rassemblement était autorisé. C'était la 5e manifestation du type ici à Bruxelles en moins de 2 mois. Et pour l'heure, la police est donc en train de démanteler la fin de la manifestation et de demander la fin et la dislocation ici à Bruxelles. Mais en tous les cas, c'est un succès de foule. Merci beaucoup, Michael Denutte, correspondant BFM TV en Belgique, pour ces précisions sur cette manifestation qui se termine à Bruxelles. Ces images à présent beaucoup plus calmes de Wuhan en Chine. Souvenez-vous, il y a 2 ans, jour pour jour, la ville de 13 millions d'habitants a été confinée. C'est de là qu'était partie l'épidémie de Covid-19 et depuis, les habitants ont repris une vie quasi normale, même si on le rappelle, la Chine mène une stratégie zéro Covid et n'hésite donc pas à dépister des quartiers entiers pour cas d'apparition d'un foyer épidémique. On rappelle qu'il y aura les JO d'hiver de Pékin qui vont débuter dans 2 semaines. Retour à présent sur le meeting d'Éric Zemmour hier à Cannes que vous avez pu suivre sur BFM TV. Il s'est affiché aux côtés de son nouveau soutien, Gilbert Collard. Guillaume Pelletier, ancien du FN et DLR, était là lui aussi. Alors y aura-t-il d'autres départs des Républicains pour rejoindre Éric Zemmour? Non, selon Éric Ciotti qui était l'invité de BFM Politique ce dimanche. Moi, je suis un homme de fidélité. Mais vous le savez, vous l'affirmez, vous le savez, il n'y aura pas de départ. Je suis un homme de fidélité et je crois à la fidélité, en la parole donnée. C'est important dans la vie publique. Je crois dans la fidélité à une famille aussi. Moi, j'appartiens à la famille gaulliste, je m'y suis engagé au RPR, j'avais 16 ans. Je n'ai jamais changé parce que cette famille, c'est pas n'importe laquelle, c'est celle du général de Gaulle. C'était le parti gaulliste, aujourd'hui tout le monde est gaulliste. Enfin, à l'époque, il y avait des personnes qui soutenaient le général de Gaulle. Et nous sommes les héritiers de cette histoire de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, de Georges Pompidou, de Valéry Giscard d'Estaing. C'est pas que vous n'y aviez jamais. On vous parle à présent de cette course au parrainage qui est bel et bien lancée. Les candidats à la présidentielle ont jusqu'au 4 mars pour recueillir 500 signatures. Et même si les parrainages ne veulent pas forcément dire soutien, eh bien certains maires hésitent tout de même à afficher leur choix. Notamment celui de Marpan, commune de 2700 habitants près de Maubeuge, qui a décidé de procéder par tirage au sort. Thomas Joubert avec Marine Kijek. Leurs signatures valent de l'or. Les maires des petites communes sont sollicités depuis des mois par tous les candidats à la présidentielle. Petits ou grands, les prétendants à l'Elysée doivent réunir 500 parrainages pour pouvoir se présenter. Le maire de Marpan, dans le Nord, a déjà reçu une quinzaine de sollicitations. Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan, Fabien Roussel, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon. Alors qui va-t-il parrainer? Jean-Marie Alain et son équipe municipale ont décidé de procéder par tirage au sort. Quand on s'est présenté sur une liste sans étiquette, comme ça se fait dans la plupart des petites communes de France, il est normal de ne pas sortir un drapeau. Même si l'on nous dit que le parrainage n'entraîne pas un soutien, c'est toujours plus ou moins interprété de cette manière. Depuis la campagne de 2017, la loi oblige les candidats à la présidentielle à rendre public le nom de leur parrain, ce qui pose problème à certains élus pour accorder leur signature. Le tirage au sort permettra donc au maire de Marpan de ne pas afficher de couleur politique et de respecter la diversité d'opinions de son conseil municipal. Vu que sa liste municipale est composée de plusieurs bords politiques, je crois qu'il n'a pas voulu froisser ses collègues et ne pas créer la zizanie dans son conseil municipal. Mais ce recours au hasard ne contente pas tous les administrés. Moi, je trouve ça dommage de ne pas pouvoir conforter ses choix politiques. Aujourd'hui, le fait de tirer au sort, la question que je pose, c'est éventuellement, est-ce qu'on assumera jusqu'au bout? Le maire promet de respecter le choix du hasard, même si le candidat qui sortira du chapeau n'est pas consensuel. Le tirage au sort aura lieu début février. À la demande de la direction, Jean-Jacques Bourdin va se retirer temporairement des antennes de BFM TV et d'RMC. Jean-Jacques Bourdin fait actuellement l'objet d'une plainte. Il conteste vigoureusement les faits dénoncés et bénéficie de la présomption d'innocence. Mais ce retrait temporaire de l'antenne permettra d'éviter toute instrumentalisation de l'affaire.
On parle sport à présent avec du tennis et cette belle performance de Gaël Monfils à l'Open d'Australie. Le Français 20e mondial s'est qualifié pour les quarts de finale en éliminant le Serbe Kecmanovic en 3-7. Un an après son calvaire à l'autre bout du monde. Et vous vous en souvenez peut-être, ses larmes en conférence de presse. Le Français va jouer son 10e quart de finale en Grand Chelem, son premier depuis l'US Open en 2019. Du sport toujours, vous avez pu le suivre ce matin, si vous étiez bien réveillé tôt, sur les antennes d'RMC Sport. Le combat du siècle en MMA aux États-Unis. Le Camerounais Francis Ngannou a conservé son titre de champion du monde des lourds face au Français Cyril Gane, qui s'est bien battu tout de même jusqu'au bout. Antoine Sialva. À bout de force, il ne deviendra pas le premier Français sur le toit du monde des poids lourds du MMA. En Californie, Cyril Gane a connu sa première défaite en 11 combats dans la discipline. Désolé parce que j'ai l'impression de faire ça pour les gens. Félicitations à lui, il a fait exactement ce qu'il fallait faire pour me gagner. Face à son ancien partenaire d'entraînement de la MMA Factory de Paris, Francis Ngannou, le Vendéen de 31 ans a tout donné, prenant l'avantage durant 2 rounds grâce à sa mobilité. Ses proches y ont cru. On est très fiers de notre garçon parce qu'il a été très très loin. Il a fait un bon combat. Le champion lui avait promis d'être KO au 2e monde. Et voilà, ça s'est bien passé pour lui jusqu'au 5e. La suite est moins réjouissante. Le surpuissant Camerounais prend le dessus et domine le Français au sol dans les 3 dernières reprises. J'ai saisi l'occasion que Cyril m'a donnée en allant à la lutte, puisque je n'étais pas très stable sur mon genou. En allant au sol, je pouvais me poser et éviter d'étouffer mon genou. Pas de place pour le suspense lors de l'annonce des juges. Francis Ngannou, 35 ans, conserve sa ceinture. Cyril Gane devra lui encore patienter pour atteindre le Graal. Nordal Lelandais sera jugé à partir du 31 janvier prochain à Grenoble pour le meurtre de la petite Maëlys. Dans le cadre de l'émission Ligne Rouge, nous diffusons demain un nouveau document intitulé « Affaire Maëlys, itinéraire d'un prédateur ». C'est demain à 20h50 sur BFM TV. 5 mois avant de s'en prendre à la petite Maëlys, Nordal Lelandais était accusé d'avoir agressé sexuellement une petite cousine. Extrait de cette enquête signé Nicolas Delabarrère, Pauline Revenat, Régis Desconclois et Benoît Chevalier. Rurale de l'Est de la France, c'est une histoire qui aurait pu rester enfouie à jamais. Celle d'une adolescente, Charlotte, qui dit avoir été agressée sexuellement par Nordal Lelandais. L'homme, depuis, a avoué 2 meurtres. Celui de la petite Maëlys et celui du caporal Arthur Noyer. Traumatisée, Charlotte a fini par se confier à sa mère et par porter plainte. Et voilà, elle a été rongée par la culpabilité, parce que du coup, elle s'est dit, si j'en avais parlé plus tôt, peut-être que la petite Maëlys serait encore en vie. Charlotte raconte. Ce jour-là, le 16 mars 2017, elle a 14 ans et elle enterre son père. Son grand cousin, Nordal Lelandais, assiste aux obsèques. Il va profiter de ces circonstances tragiques. Mon cousin a voulu m'accompagner pour aller fumer. Et donc on s'est éloigné sur le côté de la maison pour fumer. Et je pleurais forcément, c'était l'enterrement de mon père. Et donc il me prend dans ses bras, sauf qu'il descend ses mains. Je sens ses mains descendre dans mon dos. Ses mains se mettent sur mes fesses avec insistance. Je le repousse, ensuite il me touche la poitrine. Je le repousse encore. Et en retournant vers ma famille, il me dit si tu dis quelque chose, je te tue. Son visage, il a changé, c'était pas le même visage. Pas le visage du cousin que j'avais connu. C'était un visage qui fait peur, vraiment peur. Enfin, avec un regard, mais noir. Vendredi, 19h. Samedi, 18h. Jean-Baptiste Boursier et toute l'info de la journée dans BFM TV SD. Bienvenue, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de BFM TV SD. Tout savoir sur les événements du week-end et débattre pour se faire une opinion. Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver une solution à ça? Le dimanche, 18h-20h, 2 heures, 2 invités, 2 acteurs de l'actualité de la semaine. BFM TV SD. Vendredi, samedi, dimanche. Vos fins de journée avec Jean-Baptiste Boursier sur BFM TV. Retrouvez votre programme avec Bexley. Bexley, vous avez le sens de l'étiquette. Alors, clac, et ici. Et pouf. Un cambriolage a lieu toutes les minutes en France. Conserver des photos de ces objets précieux simplifie vos démarches d'indemnisation.
Retrouvez-vous autour de l'irrésistible Big Tasty, accompagné en ce moment du Chicken Big Tasty. Kitok, c'est 27 nouvelles recettes au choix chaque semaine. Tous les ingrédients frais et les fiches recettes livrées chez vous, partout en France. Et c'est prêt en moins de 30 minutes. Rendez-vous sur kitok.fr. Vous faites déjà confiance à Derad Pro pour le traitement des nuisibles et l'assainissement de votre logement. Mais ce n'est pas tout. Derad Pro, c'est aussi la plomberie, la serrurerie, l'électricité et même la vitrerie. Des interventions 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et un suivi optimal de A à Z. Déplacement à votre domicile sur Paris et Île-de-France. Appelez Derad Pro dès maintenant au 01 83 80 60 69. 01 83 80 60 69. Avec Derad Pro. Vivez tranquille. Vous voulez perdre vos kilos en trop? Alors faites comme j'aime. C'est moins de 5 € par repas. Alors venez vite faire votre devis en ligne. C'est gratuit, simple et sans engagement. Scannez le QR code juste ici ou rendez-vous sur commej'aime.fr. Dans 2 minutes, vous connaîtrez le prix de votre programme pour perdre vos kilos en trop. En plus, tous nos plats sont Nutri-Score A, sans colorant, sans conservateur et bien entendu fabriqués en France. Et bien sûr, vous bénéficiez toujours de l'offre commandez maintenant et payez plus tard. Alors rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Ça, c'est votre salon. C'est aussi votre salle de yoga, votre bureau et aussi une salle de classe. Et voici le sous-sol, qui est aussi votre salle de relaxation. Peut-être que votre famille a besoin d'une maison de vacances et aussi d'une maison de vacances. Trouvez la vôtre avec Abritel. Qu'est-ce que tu crois, chérie? Qu'un génie va apparaître pour nous aider à vendre la maison? Arthurimo.com. Il a dit arthurimo.com, là. Et pourquoi Arthurimo.com? Agent et expert immobilier, double compétence. Évaluez le prix de votre bien sur arthurimo.com. Pour fabriquer des appareils électroménagers durables et à la pointe de la technologie, nous fabriquons nos propres composants, notre propre fonte. Nous fabriquons même les machines qui fabriquent nos machines. C'est cela, la qualité en avance sur son temps. 1000, immeuble Bassa. En ce moment, Citroën C3 est à partir de 169 € par mois. Sans apport, avec 4 ans de garantie et d'assistance offerte. C'est simple, c'est zen, c'est Citroën. Avant, conclure des affaires était aussi simple qu'une poignée de main. Aujourd'hui, tout s'est complexifié. Et si on vous donnait un coup de main? Avec Libéo, centralisez vos factures et payez-les en un clic. Retrouvez du temps pour vous concentrer sur votre activité grâce à Libéo. Help me decide whether to climb the hill or shoot for the moon. Découvrez les îles Grenadines en catamaran Catlante et réservez votre croisière dès maintenant sur catlante.com. Cet hiver, retrouvez la joie des sommets. Votre programme avec Intersport, 260 magasins station. Et nous allons conserver encore sur l'ensemble du pays ces conditions anticycloniques et toujours donc cette France divisée avec au nord des nuages bas, des brouillards bien présents, cette grisaille bien présente et au sud sur l'ensemble des reliefs, sur le littoral méditerranéen, du grand soleil. Et regardez, ce sera encore le cas demain matin. Nuages bas, brouillard, grisaille, localement brouillard givrant, toujours notamment sur le nord-est. Et puis sur les régions du sud, toujours ce très beau soleil. Après, localement, là aussi, la dissipation des brouillards, localement givrants dans les vallées. Quelques entrées maritimes quand même sur le Roussillon à signaler en tout début de matinée. Comment tout cela va évoluer en journée? Nous allons conserver
Des nuages au nord, mais petit changement, on voit que les éclaircies ont quand même tendance à gagner un petit peu de terrain. Alors ça restera très gris dans le Val-de-Saône jusque sur le Lyonnais. Et puis donc ces nuages plus nombreux, mais qui ont quand même tendance à se morceler un petit peu par rapport au matin et à se rétracter un petit peu vers le nord. On conservera un ciel un petit peu plus couvert sur le Roussillon, ces entrées maritimes toujours présentes. Un coup d'œil à vos températures en tout début de matinée. Demain, des valeurs en baisse au nord, moins 2 degrés à Lille, à Strasbourg. Il fera 0 tout juste à Paris. On attend 1 degré à Brest. Et puis sur les régions du sud, là, le ciel sera dégagé, donc les valeurs seront plus basses, notamment à Grenoble, à Aurillac, avec moins 5 degrés, moins 1 à Bordeaux, 4 degrés à Nice pour la valeur la plus élevée. Et dans le courant de l'après-midi, eh bien, les températures remontent au sud. Elles s'échelonneront de 3 à 14 degrés. 3 à Dijon, 6 à Paris, 14 degrés. Ce sera pour la Corse. C'était votre programme avec Intersport. Intersport, 260 magasins en station. Bientôt 16h30 sur BFM TV. C'est le nouveau phénomène dangereux qui sévit dans les cours d'école et les cantines. Des enfants qui tentent de se faire contaminer volontairement au Covid-19 pour sécher les cours. Nous en parlerons dans un instant dans ce journal, notamment avec notre invité Philippe Frogel, professeur de médecine au CHU de Lille et à l'Imperial College de Londres. C'est une affaire qui fait beaucoup réagir. Un chirurgien parisien a mis aux enchères sur Internet la radiographie d'une victime des attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan. Le Conseil de l'Ordre va être saisi, annonce Martin Hirsch, le directeur des hôpitaux de Paris. 162 parlementaires physiquement agressés l'an dernier. Et hier, un nouveau député en a fait les frais à Perpignan en marge d'une manifestation anti-pass. Le député La République En Marche, Romain Gros, portera plainte. Autre victime, un conseiller parlementaire d'Éric Dupond-Moretti. Images et réactions dans cette édition. C'est un nouveau jeu très dangereux auquel se livrent certains jeunes à la cantine ou encore dans les cours de récré. Se contaminer volontairement au Covid-19 pour manquer les cours, alors pour obtenir le pass vaccinal sans recevoir d'injection. C'est une dangereuse pratique qui inquiète direction, enseignants et parents. Reportage à Lyon et à Nice. Thomas Joubert avec Anne Lorbance, Damien Charton, Christophe Napoli et Anne Auguer. C'est le nouveau jeu des cours de récréation. Tout faire pour être en contact avec un camarade positif. Y a des gens qui essayent d'attraper le Covid du coup pour pas aller en cours. Il y a certaines personnes, ça les arrange quand même d'avoir le Covid parce qu'on est en période d'examen. Alors d'avoir 7 jours d'entre guillemets vacances, pour certains ça les arrange. Tous les moyens sont bons pour obtenir un test positif. Serrage de main, câlin, échange de verres et de couverts à la cantine. Le phénomène a aussi envahi les réseaux sociaux. Il y a des gens qui mettent des sortes de mélanges pour que le test soit positif alors qu'ils ne l'ont pas mis dans leur nez. Ça existe sur les réseaux sociaux. On voit de plus en plus de gens qui font des vidéos sur comment faire un faux test positif. C'est aussi sur les réseaux sociaux que les plus grands organisent carrément des soirées Covid. Il y avait des groupes Snap et tout. Ils disaient les gars, venez on se rejoint tous à la villa et tout. Et on se répand le Covid. C'est des soirées clandestines, il y en a souvent. Ils se rejoignent tous et ils font la fête. Masque ou pas masque, ou Covid et pas Covid. Le but le plus généralement avoué est avoir une raison pour sécher les cours. Mais certains jeunes ont d'autres pensées avec l'entrée en vigueur du pass vaccinal. Moi j'essaie de l'attraper pour avoir un pass sanitaire. Vu que j'ai pas envie de me vacciner, je suis qu'à contact de plein de personnes, mais j'arrive pas, je suis pas positif, jamais. Comme je vous dis, je respecte pas les gestes barrières et j'ai toujours pas eu. Ce cas semble minoritaire, mais le phénomène commence à inquiéter dans les établissements. C'est pas massif, mais ce sont des choses, oui, qui ont été observées, rapportées. À mon avis, c'est plus à mettre sur le compte de bêtises et de transgressions d'adolescents. Bêtises ou inconscience, certes les ados ne sont pas considérés comme personnes à risque, mais les formes graves peuvent exister. Jouer avec un Covid positif, c'est extrêmement dangereux parce qu'on ne sait pas comment on peut réagir. Donc c'est prendre des risques et se retrouver malade et confronté à une forme grave, sévère, et confronté éventuellement à la mort. Certains établissements scolaires ont commencé à alerter les parents sur ce phénomène inquiétant. Philippe Frogel, bonjour. Vous êtes professeur de médecine au CHU de Lille et à l'Imperial College de Londres. Alors on a vu ces pratiques, échange de verres à la cantine, fêtes clandestines. Que pensez-vous de ce mépris des gestes barrières donc, pour attraper le Covid exprès alors qu'on n'est pas sorti de cette 5e vague de l'épidémie? Le problème, c'est que Omicron donne des formes parfois graves qui nécessitent une hospitalisation chez les jeunes. Et comme en France, il n'y a que 3,5% des 5-12 ans qui sont vaccinés, une minorité un peu plus âgée, eh bien, il y a quand même un risque réel de formes graves, même à cet âge-là, et particulièrement s'il y a un enfant qui a des troubles de l'immunité, ce qui arrive. Donc, c'est risqué de faire ce genre de choses. En plus, ils peuvent transmettre la maladie à leurs grands-parents
qui, eux, risquent d'en mourir. Oui, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, c'est les personnes qui côtoient ces jeunes qui peuvent, à la fois les grands-parents, à la fois les personnes fragiles, qui peuvent être les victimes de ce qui se passe, ce phénomène à l'école actuellement. Oui, c'est exactement, c'est risqué pour eux-mêmes, parce que passer une semaine, 15 jours à l'hôpital quand on est un enfant, c'est quand même pas agréable et c'est une grande angoisse pour les parents. Et puis, effectivement, les personnes plus âgées sont à très haut risque, surtout si elles n'ont pas été vaccinées. Ce que je me dis, c'est que ces enfants qui pensent à ça doivent être quand même dans des familles où la vaccination n'est pas considérée comme quelque chose de naturel. Donc vous leur rappelez bien qu'ils peuvent eux aussi avoir des conséquences difficiles, dangereuses pour leur santé malgré tout, même s'ils sont jeunes, même si on a l'impression parfois d'entendre que les enfants les plus jeunes sont peu symptomatiques ou développent peu de formes graves. Il y a réellement un risque. Il y a un risque aussi de Covid long, c'est-à-dire d'avoir des enfants qui vont être fatigués pendant longtemps, avoir des mauvais résultats scolaires et ne pas faire ce qu'ils voudraient faire. Donc ça, c'est quand même un jeu idiot. On ne sait jamais ce qui va arriver. Professeur Frogel, vous restez avec nous. On voulait également avoir votre réaction sur cette affaire qui fait beaucoup réagir. Un chirurgien parisien a mis aux enchères sur Internet la radiographie d'une victime rescapée des attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan. On y voit notamment une balle de Kalachnikov logée près d'un os. Le médecin a reconnu une erreur à nos confrères de Mediapart qui ont révélé l'affaire. Quant au directeur général des hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, il a lui annoncé hier soir qu'il allait saisir le Conseil de l'ordre et faire un signalement à la justice. Un tel comportement est indigne et heurte notre conception du service public, indique-t-il dans un communiqué. Philippe Frogel, quelle est votre réaction sur cette affaire ? Moi, je suis tout à fait scandalisé. En plus, Mediapart a montré ce que ce chirurgien, mon collègue, PUPH, professeur, chirurgien à Paris, mettait dans les réseaux sociaux où il se plaignait que le secteur privé à l'hôpital ne gagnait pas assez. Je pense que quand on fait cette carrière de professeur hospitalo-universitaire, on doit être plus intéressé par la recherche médicale et par le progrès médical que faire du fric. Et là, visiblement, le collègue était intéressé à faire du fric sur n'importe quoi et sur des choses qui, normalement, ne doivent pas se partager. Ce genre de choses, si elles ont à être publiées, c'est de la science, elles doivent être publiées dans des publications scientifiques et pas du tout vendues aux enchères. Donc, selon vous, est-ce que ce chirurgien doit être radié de l'ordre des médecins ? Radié, je ne sais pas, ça sera l'ordre des médecins de décider, mais... J'espère qu'à la PHP, il y aura des mesures qui vont être prises contre ce chirurgien qui n'a respecté aucune éthique. Et si on laisse faire ce genre de choses, après, on peut faire n'importe quoi. Et donc, c'est pas normal de se faire de l'argent sur des radiographies qui ont été faites au Bataclan. Merci beaucoup Philippe Frogel d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV, professeur de médecine au CHU de Lille et à l'Imperial College de Londres. La présidence de la République a annoncé aujourd'hui la mort d'un militaire français hier au Mali. Le brigadier Alexandre Martin est tombé sous un tir de mortier contre le camp de la force Barkhane où il servait à Gao au Mali. Les réactions politiques se multiplient en honneur du jeune soldat de 24 ans et un hommage national lui sera rendu dans les prochains jours. C'est ce qu'a annoncé sur notre antenne le porte-parole des armées Hervé Grandjean. Reportage d'Adrien Portron. Il est le 53e visage de l'armée française à perdre la vie en opération au Sahel depuis 2013. Le brigadier Alexandre Martin était âgé seulement de 24 ans. Hier, aux alentours de 17h, la plateforme opérationnelle désert à Gao a été la cible d'une attaque. Ce sont des tirs de mortier, donc des tirs en cloche, pour parler simplement, qui ont été émis depuis quelques kilomètres, 5 à 6 kilomètres au nord-est de Gao, et qui ont très grièvement blessé le brigadier Alexandre Martin. Malgré une prise en charge immédiate par les secours, le brigadier décède des suites de ses blessures. Destin tragique pour ce soldat du 54e régiment d'artillerie de Hyères. Alexandre Martin était engagé sur le sol malien depuis le 19 octobre 2021. Il faisait partie des 4800 militaires de la force Barkhane, déployés pour lutter contre les groupes armés djihadistes au Sahel. Il a été désigné sur l'opération Barkhane grâce à ses qualités et son expérience qui faisaient de lui un soldat agile, très déterminé
et possédant, comme je l'ai dit, un excellent potentiel. Quelques minutes seulement après l'annonce, la ministre des Armées a réagi sur Twitter, avant que Gabriel Attal, invité chez nos confrères, revienne sur ce drame. C'est une terrible nouvelle et je veux avoir évidemment un mot pour lui, pour le brigadier Alexandre Martin, et un mot évidemment de solidarité avec sa famille, avec ses frères d'armes. Une attaque qui a blessé légèrement 9 autres militaires, mais le ministère des Armées se veut rassurant et indique que leur état n'inspire aucune inquiétude. On en vient à présent à cette violente agression du député La République En Marche, Romain Grau, et la dégradation de sa permanence hier en marge d'une manifestation d'antipass et de gilets jaunes à Perpignan. Un conseiller parlementaire d'Éric Dupond-Moretti et un voisin ont eux aussi été pris à partie. On revoit ces images, puis le témoignage de Romain Grau. Il a voté! Il a voté! Tu l'as voté le pass! Oh, tu l'as voté le pass! Tu l'as voté le pass! Tu l'as voté le pass! Oh, je te parle! Oh, je te parle, on a vu des gens qui étaient prêts à en découdre, qui voulaient nous provoquer, nous inciter à des mauvais gestes et qui eux-mêmes étaient pleins de mauvais gestes. Et on a quand même subi beaucoup d'insultes, beaucoup des crachats. Enfin, c'était absolument inouï. Il y a eu des coups progressivement au fur et à mesure. Vous savez, ça a duré 2 heures. Ça a duré 2 heures. Heureusement, les voisins se sont un peu effrayés, mais sont venus à nos côtés, notamment pour l'un d'entre eux, notre voisin direct. En réalité, on avait comme une horde, il faut avouer les mots, il faut s'avouer les mots là-dessus, comme une horde de personnes qui n'articulaient aucun argument. Les réactions du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, dont l'un des conseillers parlementaires, vous venez de le voir, Guillaume Gervilla, a lui aussi été agressé. Il condamne fermement l'agression et attribue ce type de violence à l'encontre des députés à des discours de haine tenus par certains irresponsables politiques. L'actualité politique avec revient sur cette interview de Marine Le Pen chez nos confrères de France 3 ce dimanche. Elle est revenue sur le départ de Gilbert Collard et du RN pour rejoindre les rangs du parti d'Éric Zemmour. Reconquête officialisée hier lors du meeting à Cannes d'Éric Zemmour. Marine Le Pen qui appelle Gilbert Collard à rendre son mandat d'élu européen. Les électeurs qui ont voté pour la liste Rassemblement National ont voté pour les idées du Rassemblement National, pas pour les idées d'Éric Zemmour. Donc ils ont le droit de changer de parti. Tout le monde a le droit de changer de parti. Oui, vous avez aussi accueilli des gens à un moment. Voilà, mais la moindre des droitures, voyez-vous, c'est de rendre leur mandat. Vous voyez, je pense que la droiture et la morale, excusez-moi, c'est pas un gros mot la morale, hein, c'est important en politique. Et ce type de comportement, la manière dont ils le font, l'absence de courage, ne serait-ce que de me passer un coup de téléphone pour me dire on s'en va. C'est immoral. C'est ce qui dégoûte, je crois, les Français de la politique. Éric Zemmour gagne de plus en plus de soutien, à la fois donc depuis le Rassemblement National, mais aussi du côté des Républicains. Anne-Sora Dubois, à l'extrême droite, ce qui interpelle, c'est que Marine Le Pen enfonce de plus en plus le clou. Elle assume cette distanciation de plus en plus marquée avec Éric Zemmour, y compris sur certaines thématiques comme l'immigration. Oui, sur le terrain idéologique exactement, parce qu'un tout petit peu avant le sonore qu'on vient d'entendre, Marine Le Pen commentait aussi le départ de Gilbert Collard et de Jérôme Rivière, et elle disait « Il me reproche de faire du pouvoir d'achat le sujet de la présidentielle. Il me reproche de ne pas partir dans cette folie d'une guerre des religions. Je ne veux pas d'une guerre des religions. Je ne veux pas d'une guerre civile. Je suis une mère de famille. » En clair, c'est depuis le début de sa campagne, Marine Le Pen marche sur 2 jambes. L'immigration, la sécurité, ça c'est vraiment la thématique un peu historique de son parti et aussi de ses campagnes présidentielles. Et la deuxième jambe, c'est le pouvoir d'achat. Et elle insiste beaucoup, depuis qu'elle est rentrée en campagne, sur cette thématique du pouvoir d'achat, parce qu'elle pressent d'abord que ça sera sans doute avec l'inflation un des sujets de la prochaine élection présidentielle, mais aussi parce qu'elle a un électorat qui est plus populaire que celui d'Éric Zemmour. Et elle décide là, par cette phrase, de s'appuyer encore davantage sur cette jambe du pouvoir d'achat, parce qu'elle comprend bien que c'est là-dessus qu'elle va pouvoir se différencier d'Éric Zemmour, qui lui, effectivement, a un électorat un peu moins populaire que Marine Le Pen, qu'on présente un peu plus comme, on dit, une bourgeoisie patriote. Donc peut-être un peu moins sensible aux questions de pouvoir d'achat. Marine Le Pen, elle comprend que c'est sa façon donc de se distancier, de se différencier d'Éric Zemmour, mais aussi d'affermir son électorat plus populaire. C'est la façon dont elle veut encore une fois essayer de creuser l'écart avec lui. Alors après, il y a quand même une question qui demeure pour Marine Le Pen, c'est que dans l'optique de la prochaine élection présidentielle,
qu'est-ce qui va se passer pour son électorat traditionnel qui, lui, est très attaché aux questions d'immigration, peut-être plus qu'aux questions de pouvoir d'achat. Ça, c'est toute la difficulté de Marine Le Pen, en tout cas, avec effectivement un certain nombre de ralliements, ce qu'elle appelle des trahisons, ceux qui les transfugent, qui ont franchi le Rubicon et qui sont passés du côté d'Éric Zemmour. Il y avait nécessité pour elle de clore définitivement la séquence, en tout cas de tenter de le faire et donc de se différencier drastiquement d'Éric Zemmour. Et on comprend sur quelle thématique ça sera donc le pouvoir d'achat pour elle. Ce sera ça la différence. Elle appuiera en tout cas là-dessus pour dire qu'elle n'est pas la même candidate, qu'elle n'a pas le même programme qu'Éric Zemmour. Ce sondage politique à présent, IFOP pour le journal du dimanche et qui montre une baisse de la popularité du président de la République, Emmanuel Macron, qui ne satisfait plus que 37% des interrogés, contre 41% de satisfaits de son action lors d'une précédente enquête. Et dans le même temps, un nouveau sondage Ipsos Soprasteria pour le journal Le Monde montre, lui, que 70% des Français se disent désormais intéressés par la campagne présidentielle. Le point en chiffres avec Adélaïde Mangin. La course à la présidentielle est bel et bien lancée pour les candidats qui sont désormais en campagne et aussi pour les électeurs qui sont de plus en plus nombreux à s'y intéresser de près. Selon un nouveau sondage Ipsos Soprasteria pour le journal Le Monde, 70% des Français se disent désormais intéressés par la présidentielle. Côté résultat, à noter également le score du président en exercice, pas encore déclaré officiellement. Emmanuel Macron recueille 25% des intentions de vote et devance ainsi de presque 10 points ses deux principales adversaires, Valérie Pécresse et Marine Le Pen. Il a constitué autour de lui un électorat et une base sociale qui est stable, conforté en plus dans leur choix par ces réformes, mais aussi par les crises qu'il a rencontrées, notamment les crises sociales. Et encore une fois, ils n'ont pas trouvé de champion alternatif pour l'instant. Quant à leurs principaux centres d'intérêt, les Français se préoccupent en premier lieu de leur pouvoir d'achat et de l'épidémie de Covid-19. L'immigration arrive seulement en 5e position, derrière l'environnement et le système de santé. Il y a aussi beaucoup de Français qui ont été fragilisés par cette crise, les familles monoparentales, ceux qui ont perdu leur travail, qui ont été au chômage. Et donc toutes ces personnes s'interrogent, s'inquiètent et font de leur pouvoir d'achat une question évidemment centrale, bien plus que celle que les politiques pourraient vouloir mettre au devant de la scène comme Éric Zemmour. Mais qui sont des stratégies, on va dire, purement politiques en fait. Ainsi, le chemin vers la présidentielle se dessine de plus en plus distinctement à désormais 77 jours de l'élection. La campagne de Yannick Jadot-Pelgn, elle, a décollé peu audible face à ses adversaires. Le candidat des Verts a profité du discours d'Emmanuel Macron au Parlement européen pour se faire remarquer et tenter de se faire une place dans la course à la présidentielle. Ses militants, eux, veulent toujours y croire. Reportage à Strasbourg d'Anthony Lebos et Alexia Ferré. Du propre aveu de Yannick Jadot. Vous resterez dans l'histoire, Monsieur le Président de la République, le président de l'inaction climatique. La campagne a vraiment démarré ici, par un duel au Parlement européen avec Emmanuel Macron. Le soir même, les militants du candidat réunis lors d'un meeting espéraient que cette séquence allait redonner du souffle à la campagne. Les choses peuvent bouger dans les semaines à venir. À nous d'être audibles et de créer une dynamique. Est-ce que vous y croyez encore ? Il faut y croire, sinon on ne ferait pas campagne, non ? Mais Antoine, jeune militant, est plus pessimiste. Déçu surtout par la désunion de la gauche, responsable selon lui d'une absence de dynamique. J'aimerais beaucoup qu'il y ait une union de la gauche autour de ce projet, mais c'est pas en train de se faire a priori. Encore un petit espoir, peut-être que ça pourra se lancer dans la suite de la campagne. Et qu'importe si notre dernier sondage ELAB crédite le candidat à 7% d'intention de vote, rien n'est encore joué pour ce bénévole de la campagne. On n'est pas à l'abri de remonter. Regardez, M. Mélenchon était à 2-3 points en dessous il y a encore une semaine ou deux. Là, il est monté. Pourquoi pas nous ? Pourquoi pas nous ? Malgré les sondages en berne et les divisions, Yannick Jadot veut se poser en rassembleur de la gauche sans pour autant passer par la primaire populaire. Il faut l'écologie, il faut la justice sociale et la démocratie. C'est nous qui portons ces trois priorités. C'est nous qui avons l'expérience de ces combats-là et de ces politiques-là. C'est nous qui avons préparé cette élection présidentielle avec sérieux, avec crédibilité. Lui qui avait renoncé au profit de Benoît Hamon en 2017 l'assure, cette fois, il ne laissera pas passer son tour.
On en vient à présent à cette manifestation d'anti-pass qui a eu lieu cet après-midi à Bruxelles, en Belgique. Une manifestation qui s'est tendue par moments avec des affrontements entre protestataires et forces de l'ordre. Plusieurs milliers de participants sont venus, dont certains d'autres pays du monde. Ils ont défilé contre les mesures restrictives. Je suis ici pour mes amis du Sud Tyrol et je suis là pour la liberté pour tous. Je crois que c'est ça qu'ils craignent le plus, c'est qu'on se réunisse. En fait, je crois qu'on est dans un véritable génocide, je n'ai pas peur des mots. Et donc voilà, je suis là pour manifester, voir autant de monde, ça me fait plaisir. Je pense qu'il ne faut absolument jamais faire toucher à notre ADN, il ne faut jamais se faire piquer. Je veux dire, mon corps, c'est mon temple, il n'y a personne qui va envahir mon temple. Dans l'actualité également, il était porté disparu depuis vendredi et le déclenchement de ces 2 balises de sécurité. L'aventurier de 75 ans, Jean-Jacques Savin, qui tentait de traverser l'Atlantique à la rame, a été retrouvé mort samedi dans son canot au large des Açores au Portugal. Il était connu pour avoir précédemment traversé ce même océan à bord d'un tonneau. Samia Hani et Antoine Sabardin. C'était son dernier défi. Le 1er janvier dernier, Jean-Jacques Savin s'élance de Sagres au Portugal, direction les Antilles françaises, pour une ultime traversée de l'Atlantique à la rame, à bord d'un canot de 8 mètres de long. Mais depuis jeudi, le navigateur français ne donne plus aucune nouvelle. Le dernier signe de vie de Jean-Jacques Savin, une balise de détresse déclenchée vendredi. Quelques heures plus tard, la marine portugaise retrouve l'embarcation du Girondin, retournée au large de Madère. Dans un communiqué, ses proches déplorent que l'océan a cette fois-ci été le plus fort. Car Jean-Jacques Savin n'en était pas à son coup d'essai. Aventurier dans l'âme, cet ancien militaire parachutiste se fait connaître en 2019 lorsque, poussé par le vent et le courant, il traverse l'Atlantique, déjà à bord de ce tonneau d'à peine 2 mètres de diamètre et 3 mètres de long. C'est mon bureau, donc à ma droite sur tribord, c'est donc la chambre à coucher. À bâbord, c'est la cuisine, et ici, c'est le bureau. Derrière, c'est le salon. Voilà. Le but, peut-être pour me prouver que je suis encore dans le coup. Voilà. Puis j'ai une fille qui est assez jeune, donc je ne peux pas me permettre d'être papy avant l'âge. 4 mois de traversée pour rejoindre les Antilles, au plus près des éléments et de la faune marine. Une tortue est venue me rejoindre. Une belle tortue là, qui est venue, qui est restée 1 heure à cogner contre ma coque. Jean-Jacques Savin, qui a fêté ses 75 ans en mer le 14 janvier dernier, souhaitait devenir le doyen de la traversée de l'Atlantique à la rame. Sébastien Loeb, doyen des vainqueurs en championnat du monde de rallye. À bientôt 48 ans, le pilote officiellement retraité vient de remporter son 8e rallye de Monte-Carlo, repassant devant Sébastien Ogier, victime d'une crevaison lors de la toute dernière étape de la course. Loeb et sa copilote Isabelle Galmiche, qui n'ont fini que 9 secondes avant leur rival. L'Alsacien, nonuple champion du monde, remporte ainsi sa 80e victoire en WRC de sa carrière. Bravo à lui. Incroyable, éternel Sébastien Loeb. Toujours. Tout de suite, votre chronique santé, prenez soin de vous. Votre programme avec Lazerostop, votre spécialiste stop tabac. 75 000 personnes décèdent du tabac chaque année en France. Prenez rendez-vous sur lazerostop.com. Votre programme avec Lazerostop, votre spécialiste stop tabac. 75 000 personnes décèdent du tabac chaque année en France. Prenez rendez-vous sur lazerostop.com. À la une ce dimanche, dis-moi comment tu te déplaces. Je te dirai si tu es plus ou moins exposé à la pollution routière. Alors en effet, une équipe de chercheurs de l'INSERM vient de montrer que, en fin de compte, les cyclistes ou lors de la marche à pied, eh bien, on inhalerait plus de particules produites justement par le trafic routier que lorsqu'on est passager ou lorsqu'on est conducteur de ces mêmes engins motorisés. Et dans ces travaux publiés cette semaine, l'équipe de chercheurs a comparé l'exposition au carbone suisse, c'est un polluant aérien, en fonction des différents modes de transport et a relevé un paradoxe. Paradoxe, puisque la marche à pied ou le vélo eh bien, expose l'usager à une moindre concentration de carbone suie. Alors le problème, en fait, c'est que lorsque l'on fait une activité physique, eh bien, on hyperventile, on respire beaucoup plus et donc on absorbe plus, on inhale plus de ce polluant. Autrement dit, il ne faut pas seulement regarder l'exposition au carbone suie, aux polluants, en fonction de leur quantité présente sur son lieu de résidence, mais également prendre en compte le fait que l'on y est davantage exposé pendant les temps de trajet et que cela dépend aussi de la quantité d'air inhalé par chacun. C'est sûr que de faire du vélo à bonne vitesse n'expose pas à la même respiration, à la même fréquence respiratoire que lorsque vous êtes assis dans le bus ou dans votre voiture. Mais
piétons et cyclistes, rassurez-vous, tout n'est pas perdu. Bien au contraire, puisque l'exposition aux polluants n'est qu'un élément dans la balance bénéfice-risque liée aux différents modes de transport. L'auteur principal de l'étude relève même qu'il faut prendre en compte d'autres paramètres tels que l'exposition au bruit, le stress ou encore l'activité physique réalisée. Activité physique pour laquelle le vélo et la marche sont largement recommandés pour la santé. On se retrouve dimanche prochain et d'ici là, prenez soin de vous. C'était votre programme avec Lazerostop, votre spécialiste stop tabac. 75 000 personnes décèdent du tabac chaque année en France. Prenez rendez-vous sur lazerostop.com. C'est la fin de ce non-stop. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, 7 jours BFM avec Ronald de Guintrange. Il reviendra sur cette agression d'un député à l'AREM et d'un conseiller d'Éric Dupond-Moretti hier à Perpignan. Au revoir, bon après-midi. Bonne fin de journée à tous.